Les portes de l'orphelinat claquent derrière elle comme un coup de tonnerre. Et Inès, 16 ans, se retrouve seule sur le trottoir pavé de Séville. Un sac à dos élimé sur l'épaule. Le cœur brisé en 1000 éclats. Sale lesbienne. Tu n'as pas ta place ici, hurle la directrice. Son visage rouge de fureur. Tandis que les autres enfants observent depuis les fenêtres. Muets de stupeur. Inès sent les larmes brûler ses joues. Mais elle ne se retourne pas, elle court. Fuyant cette maison qu'il a élevée et qui maintenant la vomit pour un baiser volé à une amie. Dans les rues étroites de Triana. Quartier bohème où les guitares flamenco résonnent comme des lamentations. Inès erre sans but. L'Espagne des années 2000. Encore imprégnée des ombres franquistes. Tolère mal les amours interdites. Elle avait cru trouver un refuge à l'orphelinat Santa Maria. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Mais un soir, cachée dans le jardin avec Maria, une orpheline aux yeux noirs comme la nuit, leurs lèvres s'étaient effleurées. Un surveillant les avait surprises. Le scandale avait éclaté. Et voilà qu'Inès était jetée dehors, marquée du sceau de l'infamie. Les premiers jours sont un calvaire. Elle dort dans des parcs, mendie pour un bout de pain, évite les regards lubriques des passants. Séville, avec ses orangers en fleurs et ses cathédrales imposantes, lui semble une prison dorée. Elle pense à Maria, restée derrière les murs, probablement punie elle aussi. Pourquoi l'amour doit-il être un crime, se demande-t-elle. Assise sur un banc face au Guadalquivir, le fleuve qui charrie les secrets de la ville. C'est là qu'elle rencontre Anaïs. Ou plutôt, qu'Anaïs la trouve. Une jeune femme de 20 ans, étudiante en littérature à l'université de Séville, aux cheveux châtains coupés courts, un piercing discret au nez, et un sourire qui illumine les ombres. Elle s'assoit près d'Inès, offre un café chaud. Tu as l'air perdue, petite. Raconte-moi. Inès hésite. Mais les mots jaillissent comme un torrent, l'orphelinat. Le baiser. L'expulsion. Anaïs écoute. Ses yeux bleus emplis de compassion. Viens avec moi. J'ai une chambre libre chez ma tante. Tu n'es pas seule. Ainsi commence une amitié fragile, teintée de curiosité. Anaïs, venue de France pour un échange universitaire, apporte un vent de liberté. Elle parle de Paris, de ses cafés existentialistes, de Sartre et Beauvoir, de l'amour sans chaîne. Inès, fascinée, boit ses paroles. Elle passe des nuits à discuter, allongée sur le lit étroit, à fumer des cigarettes volées. Anaïs lui prête des livres, L'amante de Duras, qui parle de désirs interdits. Inès se sent revivre, comme une fleur sous la pluie andalouse. Mais l'attirance grandit. Insidieuse. Un soir, lors d'une fête flamenco dans une taverne enfumée, leurs mains se frôlent. Anaïs danse, ses hanches ondulant au rythme des castagnettes, et Inès ne peut détacher ses yeux. Tu es belle, murmure Anaïs à son oreille, et leurs lèvres se rencontrent dans l'ombre d'un patio. C'est un baiser doux, profond, qui efface les blessures. Inès tremble. Mais cette fois, ce n'est pas de peur. Les mois suivants sont un tourbillon d'émotions. Elles explorent Séville ensemble, l'Alcazar avec ses jardins mauresques, la plaza de España où les azulejos racontent des histoires anciennes. Anaïs initie Inès au plaisir simple, un pique-nique au bord du fleuve, des promenades nocturnes sous les étoiles.
Leur amour est secret, mais intense. Inès trouve un petit job comme serveuse dans un bar. Gagne son indépendance. Anaïs l'encourage, tu es forte. Inès. Ne laisse personne te définir. Pourtant, les ombres persistent. Anaïs reçoit des lettres de France. De sa famille conservatrice qui ignore tout. Je dois rentrer bientôt, avoue-t-elle un jour. Les yeux baissés. Inès sent son monde s'effondrer. Et nous, demande-t-elle. La voix brisée. Anaïs la serre dans ses bras, viens avec moi. Paris nous attend. L'idée est folle, mais excitante. Inès rêve de la Tour Eiffel, des rues pavées du Marais, d'une vie libre. Mais le destin frappe. Un soir, Anaïs disparaît. Inès la cherche partout. Affolée. Elle trouve une note, pardon. Ma chérie. Ma famille m'a rappelé d'urgence. Je t'aime. Mais je ne peux pas t'emmener. Attends-moi. Inès est dévastée. Trahie. Abandonnée? Elle pleure des nuits entières? Errant dans les rues qui lui rappellent leur amour. Les années passent. Inès grandit. Durcit. Elle quitte Séville pour Madrid. Trouve un travail stable comme graphiste. Elle enchaîne les relations éphémères. Mais aucune ne touche son cœur comme Anaïs. Elle pense souvent à l'orphelinat. À cette expulsion qui l'a marquée. Un jour, je reviendrai, se promet-elle. À Madrid, Inès s'immerge dans la vie trépidante de la capitale. Les années 2010 apportent un vent de changement, l'Espagne légalise le mariage gay. Et les Pride parades colorent les rues de Chuca. Inès y participe. Drapeau arc-en-ciel à la main. Criant pour les droits qu'elle n'avait pas adolescente. Mais au fond d'elle, une cicatrice persiste. Celle de l'abandon d'Anaïs. Elle rencontre des femmes, Sophia. Une artiste passionnée qui peint des nus abstraits, Lucia. Une avocate militante qui défend les droits LGBT. Avec elle, Inès explore son identité. Apprend à aimer sans peur. Pourtant, aucune ne comble le vide. Anaïs était mon premier amour vrai, confie-t-elle un soir à Sophia. Après une dispute. Sophia hausse les épaules, laisse le passé derrière toi. Un jour, un appel bouleverse tout. C'est Maria, l'amie de l'orphelinat, qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Inès? C'est toi. J'ai vu ton profil sur Facebook. Elle se retrouve dans un café de Madrid. Maria. Maintenant mariée avec 2 enfants? Raconte, après ton départ. Ils m'ont envoyé chez une famille d'accueil. J'ai survécu. Inès pleure, je t'ai laissé. Maria sourit, non. C'est eux qui nous ont brisés. Cette rencontre ravive les souvenirs. Inès décide de retourner à Séville. Affronter son passé. Elle prend le train. Le cœur battant. L'orphelinat Santa Maria est toujours là. Ses murs jaunis par le temps. La directrice a changé, une femme plus jeune. Plus ouverte. Inès entre. Se présente comme ancienne résidente. Je veux aider, dit-elle. Elle devient volontaire. Aidant les enfants avec les devoirs. Organisant des ateliers d'art. C'est là qu'elle revoit Anaïs. Ou plutôt, qu'Anaïs la contacte via les réseaux sociaux. Inès. C'est moi. Je suis de retour en Espagne. Le message est comme un choc électrique. Elle se donne rendez-vous dans un parc de Séville.
Anaïs apparaît. Plus mature. Les cheveux grisonnants aux tempes. Mais toujours ce sourire. Pardon pour tout, dit-elle d'emblée. Inès. Les bras croisés, pourquoi m'as-tu laissé? Anaïs explique, sa famille l'avait forcée à rentrer en France, menaçant de la déshériter. Elle avait épousé un homme pour plaire, eu un enfant, mais divorcé rapidement. J'ai vécu une vie mensongère. Toi, tu étais ma vérité. Inès écoute, partagée entre colère et amour. Et maintenant? Anaïs tend la main, donne-moi une seconde chance. Elle recommence doucement. Des promenades, des dîners, des nuits partagées. Anaïs s'installe à Séville, enseigne le français dans une école. Leur amour renaît, plus profond, forgé par les épreuves. Inès lui parle de l'orphelinat, de son désir d'aider. Anaïs l'encourage, adoptons un enfant. Donnons-lui ce que nous n'avons pas eu. L'idée germe. Elles entament les démarches. Mais les obstacles surgissent. La société espagnole, bien que progressiste, garde des poches conservatrices. Une assistante sociale doute, un couple lesbien? Êtes-vous stable? Inès défend leur amour, nous avons surmonté plus que vous n'imaginez. Puis, la trahison. Anaïs reçoit un appel de son ex-mari français. Il veut la garde de leur fils. Argue que sa vie déviée est préjudiciable. Anaïs panique. Cache l'affaire à Inès. Elle rencontre secrètement son ex. Accepte un compromis, limiter ses visites en Espagne. Inès découvre des messages. Explose, tu me mens encore. La dispute est violente. Émotionnelle. Je protège notre avenir, crie Anaïs. Inès. Blessée, non. Tu fuis. Comme avant. Elles se séparent. Le cœur en lambeaux. Inès retourne à l'orphelinat. Se réfugie auprès des enfants. Une petite fille. Elena. 10 ans. Orpheline comme elle l'était. Lui rappelle son passé. Pourquoi es-tu triste? Demande Elena. Inès sourit faiblement, l'amour fait mal parfois. Anaïs, de son côté, affronte son ex. Je ne renoncerai pas à ma vie, déclare-t-elle. Elle gagne la bataille légale. Mais père Inès? Elle retourne à Séville. Déterminée. Je t'aime. Inès. Pour de vrai? Cette fois. La réconciliation est lente. Comme une danse flamenco hésitante. Inès accepte de revoir Anaïs dans un café près de la cathédrale. Elle parle des heures, déversant les peines accumulées. J'ai eu peur, avoue Anaïs. Mais sans toi, je suis perdue. Inès, touchée, pose sa main sur la sienne, promets-moi la vérité. Toujours. Elles scellent leur pacte d'un baiser. Sous les regards indifférents des passants. Elles reprennent les démarches d'adoption. Cette fois. Unies. L'assistante sociale, impressionnée par leur résilience, approuve. Elles choisissent Elena, la petite de l'orphelinat, qui les regarde avec des yeux émerveillés. Vous serez mes mamans, demande-t-elle. Inès rit, oui. Ma chérie. Mais le passé ressurgit. La ancienne directrice de l'orphelinat, retraitée, apprend leur projet. Elle contacte les autorités. Argue que Inès, marquée par son vice, n'est pas apte.
Un scandale éclate dans la presse locale, une lesbienne expulsée veut adopter. Inès est dévastée. Anaïs furieuse. C'est de la discrimination, clame-t-elle. Le conflit monte. Des manifestations s'organisent, soutenues par des associations LGBT. Inès prend la parole lors d'un rassemblement. J'ai été rejetée pour qui j'aime. Aujourd'hui, je reviens pour offrir de l'amour. La foule applaudit. Anaïs, à ses côtés, la serre fort. Pourtant, l'adoption est suspendue. Elle lutte. Avocat en main. Anaïs vend son appartement en France pour financer la bataille. Pour nous trois, dit-elle à Inès. Elena, temporairement placée chez elle en accueil, apporte de la joie, des rires, des jeux, des histoires du soir. Le climax arrive lors d'une audience au tribunal. La ancienne directrice témoigne, elle était une pécheresse. Inès, debout, rétorque, non. J'étais une enfant amoureuse. Et aujourd'hui, je suis une femme prête à donner tout pour Elena. Anaïs ajoute, notre amour est fort, pur. Il mérite une famille. Le juge, ému, tranche en leur faveur. L'amour n'a pas de genre, déclare-t-il. La salle explose en applaudissements. Inès et Anaïs s'embrassent, larmes aux yeux. Elena court vers elle, maman. La vie nouvelle commence. Elles emménagent dans une maison andalouse, avec un jardin où Elena plante des fleurs. Inès enseigne le dessin, Anaïs le français. Elles voyagent, Paris, pour montrer à Elena la ville des Lumières, Madrid, pour les musées. Leur amour, forgé dans le feu, est indestructible. Mais une ombre plane, la santé d'Anaïs. Des maux de tête persistants. Un diagnostic tombe, une tumeur bénigne, opérable. Inès panique, je ne peux pas te perdre. Anaïs sourit, je me bats pour toi. Pour nous. L'opération réussit. Anaïs se remet. Plus forte. Elles célèbrent leur mariage dans une petite chapelle de Séville. Entourée d'amis. Maria est témoin. Elena porte les alliances. Je t'aime, murmure Inès. Pour toujours, répond Anaïs. Les années passent en douceur. Elena grandit. Devient une jeune femme confiante. Inès et Anaïs, grisonnantes, se promènent main dans la main. Regarde ce que nous avons construit, dit Inès un soir, face au Guadalquivir. Anaïs hoche la tête, de la douleur à la joie. Pourtant, le destin n'en a pas fini. Elena, à 16 ans, tombe amoureuse d'une camarade d'école. Elle confie à Inès, « Maman, je suis comme toi. » Inès sourit, émue, et c'est merveilleux. Mais l'école, conservatrice, harcèle Elena. Des moqueries, des exclusions. Inès et Anaïs interviennent, défendent leur fille. Cela ravive les vieux démons. Inès confronte la directrice de l'école, ne reproduisez pas les erreurs du passé. La bataille est gagnée. Elena est protégée. Mais Anaïs, affaiblie par son passé médical, sent la fatigue. Je vieillis, dit-elle en riant. Un jour, Anaïs s'effondre. Hospitalisée. Le verdict est dur, la tumeur est revenue. Maligne cette fois. Inès est effondrée, non. Pas maintenant. Anaïs, sereine,
Nous avons eu une belle vie. Prends soin d'Elena. Les mois suivants sont un mélange de tendresse et de douleur. Inès veille au chevet d'Anaïs. Lit des poèmes de Baudelaire. Évoque leurs souvenirs. Elena chante des berceuses andalouses. Je t'aime, répète Inès. Anaïs s'éteint paisiblement. Un sourire aux lèvres. Le deuil est profond. Inès erre dans la maison vide. Elena à ses côtés. Elle est avec nous, dit Elena. Elles honorent Anaïs en créant une fondation pour les orphelins LGBT. Aidant ceux rejetés comme Inès l'avait été. Des années plus tard, Inès, soixantaine, retourne à l'orphelinat Santa Maria. Elle est invitée comme marraine d'un événement. Elle voit les changements, des programmes inclusifs, des éducateurs formés. Merci d'avoir pavé la voie, lui dit la directrice actuelle. Elena, maintenant adulte, adopte à son tour un enfant avec sa compagne. Inès, grand-mère, regarde la famille grandir. L'amour triomphe, pense-t-elle, face au fleuve éternel. La fin est douce amère, tragique par la perte, mais humaine par l'héritage. Inès ferme les yeux, sereine, sachant que son histoire inspire. Fin.